Vous aviez toute une école privée prestigieuse, des vêtements de marque de luxe, des voyages somptueux pendant les vacances. Vos parents se sont sacrifiés, ils ont fait des heures supplémentaires, ils ont renoncé à leurs propres rêves. Et sur le papier, votre enfance était parfaite, mais il y a un problème. Vous ressentez un vide que vous ne pouvez pas expliquer. Une sensation perturbante que, malgré tout ce que vous avez reçu, vous n'avez jamais été vraiment aimé. Et pire encore, vous vous sentez coupable de ressentir cela. Comment pouvez-vous vous plaindre alors qu'ils ont fait tant? Carl Jung a découvert quelque chose qui change tout à propos de cette confusion. Les parents narcissiques ne nient pas l'amour parce qu'ils sont cruels. Ils remplacent l'amour par autre chose. Et cette substitution crée la blessure narcissique primaire d'une manière encore plus invisible et dévastatrice que l'abandon évident. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre le mécanisme psychologique exact que Jung appelait l'absence d'éros. Vous allez voir pourquoi les cadeaux matériels n'ont jamais comblé le vide, pourquoi les sacrifices de vos parents ne vous ont jamais fait vous sentir vu, et pourquoi cette substitution est tellement plus dangereuse que la négligence explicite, parce qu'elle vient déguisée en amour. Il ne s'agit pas de blâmer vos parents. Il s'agit de comprendre la dynamique inconsciente qui crée des narcissistes. Parce que lorsque vous nommez enfin ce qui a manqué, la blessure cesse de contrôler votre vie. La douleur que vous ressentez a un nom. Et ce n'était pas votre faute. Laissez-moi vous parler de Sophie. À 35 ans, elle était en thérapie pour la 3e fois, essayant de comprendre pourquoi, malgré le fait d'avoir tout, elle avait l'impression de n'avoir rien. Une enfance dans un milieu bourgeois aisé, des parents physiquement présents, rien ne manquait matériellement, et pourtant, elle décrivait sa vie comme existant dans un vide abyssal. Le thérapeute jungien a posé une question simple. Vous souvenez-vous d'un moment où vos parents vous ont regardé et où vous avez senti qu'ils voyaient qui vous étiez? Vraiment? Sophie est restée silencieuse pendant 3 minutes. Puis elle a commencé à pleurer et a dit « Jamais. Je n'ai jamais ressenti ça. » Ce que Sophie nommait, c'était quelque chose que Jung avait identifié comme la différence entre Eros et les substituts d'Eros. Eros, dans la psychologie jungienne, n'est pas l'attraction sexuelle. C'est la force psychologique de la connexion authentique. C'est ce qui se passe quand quelqu'un voit votre vrai moi et se connecte avec lui. C'est l'expérience d'être reconnu comme vous l'êtes réellement. Les enfants ont besoin d'éros de leurs parents comme ils ont besoin d'oxygène. Ils ont besoin d'être vus, reconnus, acceptés inconditionnellement dans ce qu'ils sont, pas dans ce qu'ils performent être. Mais les parents narcissistes ont un problème fondamental. Ils ne peuvent pas offrir Eros parce qu'eux-mêmes n'ont jamais intégré leur propre moi. Ils vivent identifiés à la persona, à l'image inflée de qui ils croient être. Et quand ils regardent leurs enfants, ils ne voient pas une personne séparée, ils voient une extension narcissique d'eux-mêmes. Alors, inconsciemment, ils font une substitution dévastatrice. Ils remplacent la connexion authentique par des compensations tangibles. Et l'enfant grandit dans une confusion psychologique brutale. Il reçoit des choses, mais il ne reçoit pas de présence. Il reçoit des sacrifices, mais il ne reçoit pas d'acceptation. Il reçoit du contrôle déguisé en soin. Mais il ne reçoit pas d'amour pour le vrai moi. Jung disait que c'est l'une des formes les plus cruelles de négligence émotionnelle parce qu'elle est invisible. L'enfant ne parvient pas à nommer ce qui manque. Après tout, comment se plaindre quand mes parents ont tout fait pour moi? Et c'est exactement cette confusion qui plante la graine du narcissisme. La mère de Sophie était institutrice. Elle faisait 2 vacations pour payer une école privée prestigieuse. Elle rentrait à la maison épuisée et répétait toujours la même phrase. « Je fais tout pour toi, Sophie. Tout ce que je fais, c'est pour toi. » Sophie a grandi en entendant ça.
et a intériorisé le message. Ma mère se sacrifie pour moi. Je dois être reconnaissante, mais il y avait un détail que Sophie a mis 35 ans à réaliser. Sa mère n'a jamais demandé ce qu'elle voulait, n'a jamais demandé comment elle se sentait, ne s'est jamais arrêtée pour regarder Sophie dans les yeux et demander « Qui es-tu » Tout ce que la mère faisait était choisi unilatéralement. L'école que la mère jugeait la meilleure, les vêtements que la mère approuvait, les cours que la mère décidait, les amitiés que la mère validait, et quand Sophie essayait d'exprimer sa propre volonté, la mère avait une réponse dévastatrice. « Après tout ce que je fais pour toi, tu viens me dire ça ?» Cette phrase, cette maudite phrase, que tant d'enfants de narcissistes connaissent, elle fait deux choses psychologiquement destructrices en même temps. Premièrement, elle invalide complètement l'expérience émotionnelle de l'enfant. Ce que vous ressentez n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est le sacrifice que j'ai fait. Deuxièmement, elle crée une dette émotionnelle impossible à payer. Vous me devez une gratitude éternelle. Et toute expression d'individualité est de l'ingratitude. Jung appelait cela un amour transactionnel déguisé en amour inconditionnel. Le message inconscient est « Je te donne des choses, tu me donnes de l'obéissance, je me sacrifie, tu cesses d'être qui tu es, et tu deviens qui j'ai besoin que tu sois pour valider mon sacrifice. » Et l'enfant, qui n'a pas les outils psychologiques pour comprendre cela, fait la seule chose qu'il peut faire pour survivre. Il enterre le vrai moi, à 8 ans. Sophie a arrêté de dire ce qu'elle voulait vraiment. Elle a appris qu'exprimer ses propres préférences était de l'égoïsme. Elle a appris que ses émotions étaient inconvénientes. Elle a appris qu'être aimée signifiait être ce que sa mère avait besoin qu'elle soit. Elle a développé ce que Jung appelle un faux self adaptatif, une persona construite entièrement pour recevoir l'approbation, et le vrai moi, l'enfant authentique qu'elle était réellement, est allé dans l'ombre. Et voici le paradoxe dévastateur que Jung a identifié. Plus la mère se sacrifiait, plus Sophie se sentait vide, parce que le sacrifice n'est pas de l'amour. Le sacrifice peut même coexister avec l'amour. Mais quand le sacrifice remplace la connexion, il devient une forme de contrôle. Et Sophie sentait ça dans son corps. Elle sentait que, malgré toutes les choses qu'elle recevait, elle n'avait jamais été vue calme. Parce que la partie qui change tout, à propos de cette dynamique, arrive maintenant, à 35 ans. En thérapie, Sophie a fait un exercice jungien d'imagination active. Le thérapeute lui a demandé de visualiser la petite fille de 8 ans qu'elle était et a demandé « Qu'a-t-elle besoin d'entendre ?» Sophie a fermé les yeux, a visualisé la petite fille et pour la première fois depuis des décennies a permis à l'enfant de parler et la petite fille a dit « Je voulais juste que quelqu'un demande ce que je veux, pas ce qui est le mieux pour moi, pas ce qu'on va me donner, mais ce que moi je veux. » Quand Sophie a ouvert les yeux, elle pleurait et a dit quelque chose que le thérapeute a noté parce que ça résume parfaitement la blessure. Ma mère m'a tout donné, sauf la permission d'exister. Ça, c'est l'absence d'éros que Jung a décrite. La permission d'exister comme vous êtes, pas comme une projection narcissique des parents, pas comme une extension de leurs besoins émotionnels, mais comme un moi autonome, séparé, avec sa propre volonté. Et quand cela manque, l'enfant développe ce que Jung appelait une blessure narcissique primaire, la sensation interne que ce que vous êtes vraiment n'a jamais été suffisant. Alors, vous construisez une persona gonflée, un faux self grandiose, pour compenser le trou, là où l'amour du vrai moi devrait être. Sophie a passé toute son enfance à recevoir des choses, et toute sa vie adulte a essayé de combler le vide de n'avoir jamais été vue. Elle est devenue ce que Jung décrirait comme une narcissiste cachée, pas grandiloquente, pas exhibée, mais complètement déconnectée de qui elle était vraiment. Elle vivait en jouant un rôle, elle vivait en cherchant une validation extérieure.
Elle vivait dans des relations où elle s'annulait complètement pour être acceptée. Parce que c'est ce qu'elle a appris. L'amour, c'est vous disparaître. Et devenir ce dont l'autre a besoin. Et ça, Jung disait, c'est la définition psychologique de la mort du soi. Maintenant, laissez-moi vous montrer les 4 substituts les plus courants que les parents narcissiques utilisent à la place d'Eros. Parce que comprendre ça, c'est la première étape pour nommer la blessure. Substitut numéro 1, l'argent et les biens matériels. C'est le plus évident et le plus courant. Les parents qui compensent une absence émotionnelle avec des cadeaux, tout ce que vous demandiez, vous l'obteniez. Sauf ce dont vous aviez vraiment besoin, une présence. Jung voyait cela comme une projection inconsciente. Les parents projettent sur l'objet matériel la capacité de combler des besoins émotionnels. Comme si un scooter pouvait remplacer un câlin. Comme si des vêtements de marque de luxe pouvaient remplacer une acceptation inconditionnelle. Et le message inconscient que l'enfant reçoit est dévastateur. Votre valeur réside dans ce que vous avez, pas dans qui vous êtes. Sophie avait tout, ordinateur, téléphone portable, vêtements, voyage somptueux pendant les vacances. Et elle n'a jamais senti qu'elle avait rien, parce que ce dont elle avait besoin, ce n'était pas des choses. C'était regarder dans les yeux de sa mère et sentir « Tu es suffisante exactement comme tu es ». Cela n'est jamais arrivé. Substitut numéro 2. Le sacrifice performatif. C'est encore plus insidieux parce que ça vient déguiser en amour maximal. Des parents qui rappellent constamment à leurs enfants combien ils se sont sacrifiés, combien d'heures ils ont travaillé, combien de rêves ils ont abandonnés, combien ils ont souffert. Jung identifiait cela comme une manipulation émotionnelle à travers la culpabilité. Le message inconscient est « Tu me dois ta vie ». Tu ne peux jamais me remettre en question parce que j'ai souffert pour toi. Et l'enfant internalise une dette émotionnelle impayable. Le père de Sophie était comme ça. Il travaillait à 2 endroits et il disait « Toujours, je n'ai jamais eu ce que tu as. Je me tue pour que tu aies des opportunités que je n'ai jamais eues. » Ça ressemble à de l'amour, n'est-ce pas? Mais il y a un détail crucial. Il ne demandait jamais si Sophie voulait ces opportunités spécifiques. Il décidait, et quand elle remettait en question, il utilisait le sacrifice comme arme émotionnelle. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Regarde tout ce que je fais pour toi. Un sacrifice véritable et silencieux. Il est fait par amour du bien de l'enfant, pas comme une monnaie d'échange contre l'obéissance. Un sacrifice narcissique est performatif. On s'en souvient toujours, on le réclame toujours, et il vient toujours avec la condition invisible. Tu dois être qui je veux que tu sois. Sophie a passé des décennies à se sentir coupable de ne pas être assez reconnaissante, jusqu'à ce qu'elle réalise que la gratitude n'était pas le problème. Le problème était que le sacrifice de ses parents n'a jamais été à propos d'elle. Il s'agissait de valider l'image de soi narcissique qu'ils avaient comme des parents qui se sacrifient. Elle n'était que le public. Substitut numéro 3, le contrôle déguisé en soin. C'est le plus difficile à identifier, parce que ça ressemble à de la protection. Des parents qui décident tout pour l'enfant. Quoi manger, quoi porter, avec qui jouer, quoi étudier, comment se sentir. Et quand l'enfant essaie d'exercer son autonomie, les parents disent « Je veux seulement le meilleur pour toi. Je sais ce qui est bon pour toi. Tu es encore un enfant, j'en sais plus. » Jung voyait cela comme une négation de l'altérité. L'altérité. C'est la reconnaissance que l'autre est autre, que votre enfant n'est pas vous, qu'il a sa propre psyché, ses propres volontés, son propre self. Les parents narcissiques ne parviennent pas à tolérer l'altérité. Alors ils contrôlent tout. Et ils appellent ça de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est la terreur inconsciente que, si l'enfant est qui il est vraiment, il va exposer la fragilité narcissique des parents. La mère de Sophie contrôlait tout. Elle choisissait ses vêtements jusqu'à ce que Sophie ait 14 ans, lisait son journal intime en cachette, décidait quels amis étaient appropriés,
envahissait sa chambre sans frapper, et elle justifiait toujours. Je fais ça parce que je t'aime, je me soucie de toi. Sophie a mis des décennies à comprendre qu'une invasion n'est pas de l'amour, que le contrôle n'est pas du soin, que le véritable amour respecte les frontières, respecte la vie privée, respecte l'autonomie croissante de l'enfant. Un contrôle déguisé en soin enseigne à l'enfant qu'il n'a pas le droit d'être séparé, que l'individualité est une menace, que l'autonomie est une trahison. Et l'enfant grandit sans savoir où il se termine et où les autres commencent. À 35 ans, Sophie ne savait pas dire non, ne savait pas établir de limites, ne savait pas ce qu'elle voulait, parce qu'elle n'a jamais eu la permission de vouloir, et elle appelait ça être une bonne personne, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle était seulement un faux self adaptatif, développé pour survivre au contrôle narcissique de sa mère. Substitut numéro 4. La projection de rêves non réalisés. C'est le plus dévastateur pour la formation du self, des parents qui voient leurs enfants comme une seconde chance, comme une opportunité de réaliser ce qu'ils n'ont pas réalisé, comme une extension narcissique qui va compenser leurs échecs. Jung identifiait cela comme une utilisation inconsciente de l'enfant pour gonfler l'ego parental. L'enfant n'est pas vu comme une personne, il est vu comme un projet, comme un trophée futur. Et il reçoit un amour conditionnel au succès dans la réalisation des rêves qui ne sont pas les siens. Le père de Sophie voulait être avocat. Il n'a jamais réussi. Alors il a décidé que Sophie serait avocate. Il n'a pas demandé, il a décidé. Il a payé un cours préparatoire, a payé la faculté de droit, a dit « j'investis dans ton futur », mais ce n'était pas son futur, c'était son passé non réalisé. Sophie a passé 7 ans à étudier le droit, a réussi l'examen du barreau, a commencé à pratiquer le droit, et elle sentait chaque jour qu'elle vivait la vie d'une autre personne, parce que c'était le cas. Elle vivait la vie que son père n'a pas vécue. Et le message inconscient était clair. Tu n'as de valeur que si tu réalises mes rêves. Qui tu es n'a pas d'importance. Ce que tu veux n'a pas d'importance. Tu existes pour compenser mon échec. À 32 ans, Sophie a eu son premier effondrement. Syndrome de panique, dépression. Elle n'arrivait pas à sortir du lit. Et son père a dit « Après tout ce que j'ai investi en toi, tu vas abandonner maintenant ». Cette phrase a brisé quelque chose en elle, parce que finalement elle a compris, pour lui, je n'ai jamais été une fille. J'ai toujours été un investissement. Et les investissements doivent rapporter. C'est la blessure que Jung décrivait, quand l'enfant réalise qu'il n'a jamais été aimé pour qui il est, mais seulement valorisé pour ce qu'il pourrait devenir, pour valider le narcissisme parental. Il y a une différence fondamentale entre l'amour véritable et les substituts d'amour, que Jung expliquait à travers le concept d'éros. Contre philia, contre agape. Eros, c'est une connexion authentique avec le vrai moi de l'autre. Une rencontre d'âme, philia, c'est un amour basé sur l'utilité, un échange de bons procédés, une transaction. Et agape, c'est l'amour inconditionnel, désintéressé, un don de soi sans attendre de retour. Des parents saints offrent une combinaison d'éros et d'agape. Ils voient leur enfant tel qu'il est vraiment et l'aiment inconditionnellement, sans chercher à le changer. Mais des parents narcissiques offrent une philia déguisée en agape. Un amour transactionnel, maquillé en amour inconditionnel. Une façade, je te donne des choses, tu me donnes de la valorisation, je me sacrifie pour toi, tu me dois de l'obéissance, je te protège, tu abandonnes ton autonomie, je réalise mes rêves à travers toi, tu cesses d'être toi-même. Et l'enfant, qui a biologiquement besoin de l'amour de ses parents pour survivre, accepte cet échange. Il enterre son vrai moi et développe un faux self adaptatif. Un pour plaire et survivre, et il passe des décennies confus à se demander pourquoi, ayant tout. Il a l'impression de n'avoir rien,
d'exister dans un vide abyssal. Sophie a commencé à comprendre cela à 35 ans. Mais comprendre n'est pas la même chose que guérir, c'est un premier pas. Parce que lorsque vous nommez la blessure, vous faites face à un deuil dévastateur, le deuil de l'amour que vous n'avez jamais reçu, le deuil de l'enfance que vous n'avez jamais eu, le deuil des parents que vous avez versus les parents que vous auriez dû avoir. Et Jung disait que ce deuil est l'étape la plus importante de l'individuation pour les enfants de narcissiques. C'est un passage obligé. Mais avant d'arriver au deuil, Sophie a dû traverser la négation. Parce qu'accepter que ses parents aient substitué l'amour véritable par des compensations narcissiques signifiait accepter quelque chose d'atterroissant. Qu'elle n'a jamais eu ce dont elle avait le plus besoin. Et le cerveau humain résiste à cette vérité, avec toutes ses forces. Pendant des années, Sophie rationalisait. Mes parents ont fait de leur mieux. Ils venaient de familles difficiles. Ils m'ont donné plus qu'ils n'ont eu. Tout cela était vrai, mais complètement irrélevant pour la blessure. Parce que, comme Jung l'expliquait, la psyché infantile n'opère pas en rationalisation. Elle opère en expérience émotionnelle directe. Et l'expérience émotionnelle de Sophie était claire. Je ne me suis jamais senti vue. Je ne me suis jamais senti accepté pour qui j'étais. Vous pouvez avoir des parents qui ont fait de leur mieux. Avoir une blessure narcissique primaire. Les deux choses coexistent. Vos parents peuvent vous avoir aimé dans leur capacité limitée. Vous pouvez avoir grandi sans éros véritable, sans connexion authentique. Reconnaître cela n'est pas de l'ingratitude, c'est de l'honnêteté psychologique. Et c'est exactement quand Sophie a arrêté de défendre ses parents et a commencé à valider sa propre expérience que la guérison a commencé. Elle avait 36 ans quand elle a finalement dit à voix haute « Mes parents m'ont donné beaucoup de choses, mais ils ne m'ont jamais donné ce dont j'avais le plus besoin. » Et cela a créé une blessure. Nommer la blessure a été le premier pas. Le deuxième pas a été de comprendre comment cette blessure a façonné sa personnalité entière. Jung avait un concept appelé le complexe autonome. Ce sont des structures psychiques qui se forment autour de blessures et qui passent à opérer indépendamment de la conscience, comme des sous-personnalités internes qui prennent le contrôle. Sophie avait développé ce qu'on pourrait appeler le complexe de l'enfant non vu. Ce complexe la poussait à chercher la validation externe compulsivement, il la poussait à s'annuler dans les relations, il la poussait à choisir des partenaires émotionnellement indisponibles, qui reproduisaient la dynamique avec ses parents. Elle donnait tout et recevait des miettes. Et le plus dévastateur, c'est que ce complexe lui faisait croire que c'était de l'amour, parce que c'est ce qu'elle avait appris. L'amour, c'est donner tout de soi. L'amour, c'est disparaître. L'amour, c'est accepter des substituts à la place d'une connexion réelle. À 28 ans, Sophie a eu une relation de 4 ans avec un homme qui ne lui demandait jamais comment elle se sentait. Mais il payait des dîners chers, il lui offrait des cadeaux, il faisait des voyages, et Sophie pensait qu'elle était aimée jusqu'au jour où elle a eu une crise d'angoisse. Elle était par terre, en pleurs, en pleine attaque de panique. Et il est resté là, sans savoir quoi faire. Et il a dit « Arrête ton cinéma, demain, je t'emmène dîner dans un endroit bien. » À ce moment-là, quelque chose a cliqué. Elle revivait exactement la dynamique avec sa mère. Émotion ignorée, présence niée, compensation matérielle offerte à la place de la connexion. Elle a mis fin à la relation cette nuit-là. Et pour la première fois en 28 ans, elle a choisi sa propre expérience émotionnelle, au lieu d'accepter des substituts. C'est ce que Jung appelait un moment de conscience, quand le complexe autonome est finalement vu, nommé et confronté. Mais confronter le complexe n'est que le commencement, parce qu'il ne disparaît pas. Il a été formé dans l'enfance, comme une stratégie de survie.
Il a été renforcé par des années de conditionnement. Alors Sophie a dû faire le travail lent et douloureux de reparentalisation. La reparentalisation, dans la psychologie jungienne, c'est le processus de se donner à soi-même ce que les parents n'ont pas donné, pas matériellement, mais émotionnellement. C'est apprendre à valider ses propres émotions. C'est apprendre à se demander « qu'est-ce que moi, je veux ?» C'est apprendre que votre valeur ne réside pas dans votre performance, mais dans votre existence. C'est apprendre que vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour être digne d'amour. Sophie a commencé petit, tous les jours. Devant le miroir, elle faisait un exercice que son thérapeute jungien lui avait enseigné. Elle regardait ses propres yeux et disait « Je te vois, tu es suffisante ». Cela paraît simple, mais pour quelqu'un qui a passé 35 ans, invisible à elle-même, c'était révolutionnaire. Les premières fois, elle n'y arrivait pas. Elle détournait le regard. Elle avait honte. Elle avait l'impression de mentir, parce que le faux self narcissique qu'elle avait développé ne croyait pas que son vrai moi était suffisant, mais elle a persisté des jours, des semaines, des mois, et lentement, quelque chose a commencé à changer. Elle a commencé à sentir qu'elle existait, non pas comme une performance, mais comme une personne réelle. Jung disait que c'est ça le processus d'individuation, séparer qui vous êtes vraiment de qui vous avez été conditionné à être par les complexes parentaux, se retrouver. Et pour Sophie, cela signifiait confronter la vérité la plus difficile. Ses parents l'ont aimée, mais ils ont aimé l'image qu'ils avaient d'elle, pas son vrai moi. Ils ont aimé la Sophie obéissante, la Sophie qui réalisait leurs rêves, la Sophie qui validait leurs sacrifices, mais ils n'ont jamais connu la Sophie réelle, parce qu'ils ne lui ont jamais demandé qui elle était, et elle n'a jamais eu la permission de le montrer. C'est ce que Jung appelait l'amour de la persona versus l'amour du self. Les parents narcissiques aiment la persona que l'enfant développe, le masque adaptatif, le faux self, mais ils rejettent, ignorent ou punissent le vrai moi. Et l'enfant internalise le message dévastateur. Qui je suis vraiment n'est pas aimable. À 37 ans, Sophie a fait quelque chose de radical. Elle a confronté ses parents, pas avec colère, pas avec accusation, mais avec la vérité. Elle a dit « J'ai besoin que vous sachiez que, malgré tout ce que vous avez fait pour moi matériellement, je ne me suis jamais senti vue. Je ne me suis jamais senti accepté pour qui je suis vraiment. Et cela a créé une blessure que je travaille à guérir. » Sa mère a réagi exactement comme Sophie s'y attendait. Elle s'est mise sur la défensive. Elle a dit « Comment peux-tu dire ça? Après tout ce qu'on a fait, tu es ingrate. » Son père est resté silencieux. Il a quitté la pièce. Et Sophie a ressenti la douleur familière, l'invalidation, la culpabilité. Mais cette fois, elle n'est pas revenue en arrière, parce qu'elle ne cherchait pas à ce qu'il change. Elle cherchait à valider sa propre expérience. Carl Jung disait que les enfants de parents narcissiques passent des décennies à espérer que leurs parents finissent par les voir, qu'ils les reconnaissent enfin et qu'ils leur donnent enfin l'amour qui leur a toujours manqué. Mais la vérité, aussi dure soit-elle, est que les parents narcissiques n'y parviennent généralement pas, parce que pour voir leur enfant, ils devraient confronter leur propre ombre, ils devraient reconnaître qu'ils ont échoué, ils devraient dégonfler leur ego narcissique, et c'est psychologiquement impossible pour la plupart d'entre eux. Alors la guérison ne vient pas du fait de recevoir enfin l'amour de ses parents. La guérison vient du fait d'arrêter d'attendre et de commencer à se donner à soi-même ce qu'ils n'ont jamais donné. Vous êtes ici, maintenant, en train de regarder cette vidéo et vous avez probablement reconnu quelque chose en vous. Peut-être êtes-vous Sophie, peut-être commencez-vous à comprendre pourquoi, ayant tout, vous avez toujours senti que vous n'aviez rien.
Et cette information n'est pas disponible partout, parce que parler de cela, c'est confronter l'illusion collective selon laquelle donner des choses suffit. Peu ont le courage de dire la vérité sur la façon dont on crée le narcissisme à travers des substituts d'amour. Chaque vidéo comme celle-ci exige une recherche approfondie en psychologie jungienne, l'étude de cas réels et une confrontation avec des vérités difficiles sur la famille et la société. Le Super Thanks, juste en bas, n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Cette vérité sur l'absence d'éros et les substituts narcissiques doit être connue ». C'est vous qui participez à briser l'illusion collective selon laquelle l'amour peut être remplacé. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous aidez à libérer non seulement vous, mais aussi d'autres personnes prises au piège dans la même confusion. Celle d'avoir tout et de ne rien ressentir. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes quelqu'un qui confronte sa propre blessure d'enfant non vue. Et cela exige du courage. Faites partie de ceux qui apportent une conscience sur la façon dont le narcissisme est créé à travers le remplacement de la connexion par la compensation. 3 semaines après la confrontation, le père de Sophie a appelé. Il ne s'est pas excusé, il n'a pas reconnu sa douleur, mais il a dit quelque chose d'inattendu. Je pensais à ce que tu as dit, et je me suis souvenu que mes parents ne m'ont jamais demandé ce que je voulais non plus. J'ai juste fait ce que je pensais être juste. Ce n'était pas une reconnaissance complète, mais c'était le maximum qu'il pouvait donner dans sa propre limitation psychologique. Et Sophie a accepté, pas comme une validation de sa blessure, mais comme la reconnaissance que ses parents étaient aussi victimes de leur propre complexe non intégré. C'est ce que Jung appelait briser le cycle générationnel. Reconnaître que les blessures sont transmises inconsciemment et choisir consciemment de ne pas les transmettre à la génération suivante. À 38 ans, Sophie est tombée enceinte et pour la première fois de sa vie, elle a ressenti une vraie peur. La peur de répéter le schéma, la peur de remplacer l'amour par des choses, la peur d'aimer l'image de sa fille au lieu de son vrai moi. Mais elle avait quelque chose que ses parents n'avaient pas, la conscience. Elle connaissait la blessure, elle nommait le complexe. Elle travaillait activement pour ne pas le transmettre. Et quand sa fille est née, Sophie a fait quelque chose de révolutionnaire. Tous les jours, elle regardait sa fille dans les yeux. Et elle disait « Je te vois, tu es suffisante exactement comme tu es. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu deviens, tu es déjà aimé. » Ça, c'est le vrai Eros. C'est la connexion avec le moi de l'enfant. C'est l'opposé de l'amour transactionnel narcissique. Et Sophie sentait, en disant cela à sa fille, qu'elle se donnait enfin à elle-même ce qu'elle n'avait jamais reçu. Jung disait que la reparentalisation n'est pas seulement un processus interne, c'est aussi une rupture de cycle à travers la génération suivante. Quand vous donnez à votre enfant ce que vous n'avez jamais reçu, vous guérissez non seulement lui, vous guérissez l'enfant intérieur que vous avez été. Mais il y a un retournement psychologique que Jung a décrit et que peu comprennent. Un retournement qui a tout changé pour Sophie. À 40 ans, elle était en séance de thérapie. Et le thérapeute a posé une question provocatrice. Avez-vous déjà envisagé que vos parents n'arrivaient pas à vous donner de l'éros parce qu'ils n'en avaient jamais reçu eux-mêmes? Qu'ils étaient aussi des enfants non vus essayant de survivre avec des substituts? Sophie est restée silencieuse. Parce que cette question brisait la narration binaire qu'elle avait dans sa tête, parents méchants, vs, fille victime, et ouvrait l'espace à quelque chose de plus complexe, quelque chose de plus jungien. Ses parents n'étaient pas des monstres. C'étaient des personnes fragmentées, dominées par des complexes non intégrés, répétant inconsciemment des schémas qu'ils avaient reçus de leurs propres parents. La mère de Sophie venait d'une famille pauvre. Elle n'a jamais rien eu. Elle a souffert de la faim dans son enfance et elle a développé le complexe inconscient. L'amour est une provision matérielle.
Si je donne à mes enfants des choses que je n'ai jamais eues, je les aimerai. Le père de Sophie a été élevé par un père alcoolique et absent. Il a développé le complexe. Être un bon père, c'est travailler dur et donner des opportunités. La présence émotionnelle n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de ne pas échouer financièrement. Les deux opéraient à partir de complexes autonomes, formés dans leur propre enfance douloureuse. Et Jung disait, « Quand vous êtes possédé par un complexe, vous n'avez pas conscience. Vous agissez automatiquement, vous répétez. » Les parents de Sophie aimaient de la seule façon qu'ils connaissaient. La façon limitée, transactionnelle, basée sur des substituts. Non pas parce qu'ils étaient des narcissiques malins, mais parce qu'eux-mêmes ne se sont jamais individués. Ils n'ont jamais intégré leur propre ombre. Ils ne se sont jamais guéris de leurs propres blessures. Et Jung avait une phrase dévastatrice à ce sujet. Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Les parents de Sophie étaient en pilote automatique, dirigés par des complexes qu'ils ne savaient même pas qu'ils avaient. Et Sophie répétait le cycle, jusqu'au moment où elle a pris conscience. Ce retournement psychologique a été fondamental, parce qu'il a permis à Sophie de faire quelque chose que peu d'enfants de narcissiques parviennent à faire, un pardon compatissant sans minimiser la blessure. Le pardon compatissant, ce n'est pas dire « d'accord, ce n'était pas si grave ». Le pardon compatissant, c'est dire « la blessure était réelle, la douleur était légitime, et mes parents ont fait cela parce qu'ils opéraient à partir de leurs propres blessures non guéries. » Je peux valider mon expérience avoir de la compassion pour leurs limitations. Les deux choses coexistent. Et Jung disait que c'est la marque de l'individuation mature, la capacité de tenir des paradoxes. Sophie a pardonné à ses parents, pas dans le sens d'oublier ou de nier la blessure, mais dans le sens de libérer la colère qui la maintenait prisonnière du passé. Et paradoxalement, en pardonnant, elle s'est enfin libérée du besoin de leur approbation. Parce que tant que vous êtes en colère, vous cherchez toujours qu'ils reconnaissent, qu'ils s'excusent, qu'ils vous voient enfin. Mais quand vous pardonnez avec compassion, vous arrêtez d'attendre. Et là, la vraie guérison commence. La vérité finale que Jung voulait que les enfants de narcissiques comprennent est celle-ci. Vous n'avez pas besoin d'attendre que vos parents changent pour guérir. Vous n'avez pas besoin de leur reconnaissance. Vous n'avez pas besoin de leurs excuses. Vous n'avez pas besoin qu'ils vous voient enfin. Ce serait magnifique s'ils vous voyaient. Ce serait une guérison supplémentaire s'ils reconnaissaient. Mais vous n'en dépendez pas, parce que la vraie guérison vient de vous voir enfin, de valider votre propre expérience, de vous donner l'éros qui vous a manqué, et paradoxalement, quand vous cessez d'avoir besoin d'eux, parfois, ils parviennent à vous donner un peu de ce qui vous a toujours manqué. Pas tout, mais quelque chose, parce que lorsque vous changez, le système change. Sophie a aujourd'hui 45 ans. La relation avec ses parents n'est pas parfaite, mais elle est plus saine. Sa mère l'invalide encore parfois, mais Sophie pose des limites immédiatement, et sa mère apprend lentement à respecter. Son père ne parle toujours pas d'émotion. Mais il a appelé la semaine dernière et a demandé « Es-tu heureuse de faire de l'art-thérapie ?» Petit, mais significatif, parce que pour la première fois en 45 ans, il a demandé ce qu'elle voulait, pas ce qu'il pensait être le mieux. Et Sophie a pleuré en raccrochant, parce que cette simple question était l'éros qu'elle attendait toute sa vie. C'est arrivé tard, c'est arrivé imparfait, mais c'est arrivé. Et Jung dirait, il n'est jamais trop tard pour la conscience. Même si elle est partielle, mais la guérison de Sophie n'en a pas dépendu. Elle était déjà guérie lorsque la question est venue. C'est pourquoi elle a pu la recevoir sans désespoir, comme un cadeau, pas comme une nécessité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que cette blessure est la vôtre. Vous avez reconnu les substituts, nommé l'absence d'éros, et peut-être, pour la première fois,
compris pourquoi tout avoir n'a jamais été suffisant. La question maintenant n'est pas « pourquoi mes parents ont-ils fait ça ?» La question est « qu'est-ce que je vais faire de cette conscience ?» Allez-vous continuer à agir à partir du complexe de l'enfant non vu, à rechercher une validation externe, à accepter des substituts à la place d'une connexion réelle, ou allez-vous commencer le travail lent, douloureux et libérateur de reparentalisation? Jung disait « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » Vous avez eu des parents qui ont substitué l'amour par des choses. C'est arrivé, c'est réel. Cela a créé une blessure légitime. Et maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez passer le reste de votre vie dans une colère justifiée, ou vous pouvez faire le deuil, intégrer l'ombre et devenir qui vous êtes vraiment. L'individuation n'est pas facile. C'est un affrontement constant avec des complexes. C'est un choix répété de conscience au lieu du pilote automatique. Mais c'est la seule façon de briser le cycle. Et chaque fois que vous choisissez différemment, vous ne guérissez pas seulement vous guérissez des lignées entières. Alors, laissez-moi vous poser la question que le thérapeute a posée à Sophie. De quoi l'enfant que vous étiez a-t-il besoin d'entendre maintenant? Arrêtez de lire. Fermez les yeux une seconde. Visualisez l'enfant que vous étiez. Et demandez, de quoi a-t-il besoin d'entendre? Peut-être est-ce « je te vois », peut-être est-ce « tu es suffisant », peut-être est-ce « ce n'était pas de ta faute », peut-être est-ce « je vais prendre soin de toi maintenant ». Quoi que ce soit, dites-le, à voix haute si possible, à l'enfant intérieur qui a passé des décennies à attendre d'être vu. Parce que la guérison commence lorsque vous devenez enfin pour vous-même ce que vos parents n'ont pas réussi à être, une présence vraie. Maintenant, commentez ici. Lequel des 4 substituts avez-vous le plus reconnu dans votre enfance? L'argent et les biens matériels, le sacrifice performatif, le contrôle déguisé en soins, ou la projection de rêves non réalisés? Quel a été le substitut que vos parents ont utilisé à la place d'Eros? Commentez. Parce que nommer est le premier pas vers la guérison.